Bonjour Marianne Valfort. Bonjour. Vous êtes professeure à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, vous êtes membre associé à la Paris School of Economics et vous participez à la table ronde sur les discriminations sur le marché du travail dans le cadre du Printemps de l'économie 2017. D'abord, est-ce que vous pouvez nous faire un point en termes de définition? Qu'est-ce qu'on entend par discrimination sur le marché du travail? Alors, une discrimination sur le marché du travail, c'est une situation dans laquelle des personnes qui se présentent pourtant avec des caractéristiques productives équivalentes, même parcours scolaire et professionnel, même degré d'implication dans le travail, sont traitées de manière différente par le recruteur en raison de leur appartenance à des groupes différents. Ces groupes pouvant être définis en fonction de différents critères, le sexe, l'âge, l'origine ethnique, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, le handicap. La loi prévoit en fait 23 critères différents de discrimination. Et cette définition doit permettre de clarifier que toute différence de traitement entre des individus issus de groupes différents n'est pas forcément une discrimination. Il y aura discrimination seulement si ces individus se présentent dans une situation comparable, comme le dit la loi, c'est-à-dire en présentant des caractéristiques productives équivalentes. Donc la discrimination, c'est un traitement inégalitaire entre les individus qui est un traitement illégitime, inégalitaire illégitime, puisque cette différence de traitement ne repose sur aucune différence de productivité effective. Quels sont les grands types de discrimination? Alors, il y a deux grands types de discrimination qui reposent sur des ressorts qui sont très différents, comme vous allez le voir. Le premier type de discrimination, ça repose sur un rejet primaire de certaines catégories d'individus. Les femmes quand on est misogyne, les homosexuels quand on est homophobe, les personnes d'origine étrangère quand on est raciste, etc. C'est ce que les économistes appellent la discrimination par goût, qu'il serait peut-être plus pertinent d'appeler discrimination par dégoût. Le deuxième type de discrimination, lui, repose sur des ressorts beaucoup plus subtils. En fait, il repose sur une analyse de risque de la part du recruteur, à laquelle il va procéder lorsqu'il n'est pas en mesure d'observer parfaitement la productivité des individus, ce qui est très souvent le cas, par exemple, lorsqu'il recrute, puisque l'information qui est véhiculée par le CV ou qu'il collecte durant l'entretien d'embauche ne lui donne qu'une information très imparfaite concernant la productivité qui sera celle de la personne une fois qu'elle est embauchée. Donc, dans le cadre de cette analyse de risque, ce qu'il va faire, c'est qu'il va compléter l'information dont il dispose de ce qu'il sait sur les autres caractéristiques productives du groupe auquel l'individu appartient. Et ce faisant, à CV équivalent, ça signifie que les personnes issues du groupe dont les caractéristiques productives sont les plus faibles vont être écartées, et par là, l'employeur va discriminer à l'égard de tous les individus dont la productivité individuelle se distingue de celle du groupe auquel ils appartiennent et dont la productivité individuelle est au moins aussi élevée que la productivité des membres du groupe favorisés par l'employeur. C'est ce qu'on appelle la discrimination statistique en économie, parce qu'elle repose sur un calcul statistique. Dernière question, est-ce qu'on peut mesurer le coût économique de ces discriminations? Alors, le coût est a priori énorme. Ce n'est pas parce qu'elles sont coûteuses qu'il faut lutter contre les discriminations, c'est avant tout parce qu'elles infligent des inégalités de traitement importantes aux individus. Mais effectivement, ce coût est considérable. C'est un coût d'abord économique. Mettre de côté des talents, priver le marché de talents via les discriminations, c'est un manque à gagner considérable. Sur la base d'un rapport qui a été publié l'an dernier, France Stratégie a estimé, sous un jeu d'hypothèses très raisonnable, que la convergence des taux d'emploi et des salaires vers ceux des populations qui sont favorisées sur le marché du travail, à savoir les hommes sans passé migratoire récent, cette convergence-là permettrait à l'économie française de se retrouver dans une situation d'avant-crise d'ici 2025. Et puis il y a aussi un coût social. Les discriminations génèrent énormément de ressentiments et elles alimentent le repli communautaire, notamment parmi les personnes d'origine étrangère, ce qui, à l'évidence, mine la cohésion sociale. Et il faut ajouter à ça un coût humain. Le sentiment d'être discriminé a un effet très négatif sur la santé mentale et physique des individus.
Aux États-Unis, par exemple, différentes études ont montré que les différences de taux de dépression, que l'écart de taux de dépression et de suicide entre les populations homosexuelles et hétérosexuelles s'est considérablement réduit dans les États qui ont légalisé le mariage homosexuel, alors que cet écart est resté inchangé dans les autres. Donc pour toutes ces raisons, il est temps de se lancer dans l'identification de politiques, de luttes qui fonctionnent vraiment, au-delà de la seule approche punitive qu'on a beaucoup plébiscitée ces dernières années, alors même qu'elle présente de nombreuses limites. Eh bien, merci Marie-Anne Valfort, vous avez très bien fait le travail puisque vous avez teasé la deuxième interview que vous allez nous accorder, qui sera diffusée quelques temps après celle-ci, sur justement les solutions pour lutter contre ces discriminations sur le marché du travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup.